À l'aube, 57 camions se figent près de la frontière togolaise, dans une fenêtre inférieure à 21 minutes. Sous des sacs de farine, une hétérogénéité d'armes venues de plusieurs circuits révèle une opération coordonnée, financée, fragmentée, puis recomposée pour tester un État en quelques heures. Que change cette nuit pour les Burkinabés, pour les voisins du Sahel? Et pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve-t-il au centre d'un choix qui déborde la simple saisie? Ce qui compte désormais, c'est la méthode: nommer, exposer et empêcher la dilution. Cette analyse fait une promesse précise: offrir des clés de lecture pour distinguer un fait divers, sécuritaire, d'une tentative de déstabilisation systémique. L'enjeu est immédiat. Une lecture superficielle enferme l'événement dans l'exception. Une lecture rigoureuse révèle des mécanismes reproductibles qui touchent la souveraineté, l'économie et la cohésion sociale. Le bénéfice pour le lecteur tient en peu de mots: comprendre pour mieux juger, sans slogan ni extrapolation. À partir des éléments disponibles, chronologie, indices matériels, chiffres clés et décisions institutionnelles assumées, le récit suit une méthode: relier les faits, tester leur cohérence, puis en mesurer les effets. Le risque, s'il est ignoré, est double: sous-estimer une architecture invisible ou surinterpréter sans preuve. L'objectif est d'éviter ces deux écueils en restant au plus près des données et de leurs implications concrètes. 2 heures après l'interception, un chiffre suffit à changer la nature de l'événement: 57 camions venus de directions différentes et m'ont convergé vers un même point frontalier dans une fenêtre inférieure à 20 minutes. Cette synchronisation, inhabituelle par son ampleur et sa précision, exclut l'hypothèse d'un convoi improvisé. Elle impose un nouveau cadre de lecture où la scène nocturne devient l'aboutissement d'une planification longue plutôt qu'un accident logistique. Dans ce contexte, chaque camion cesse d'être une unité isolée pour devenir un élément d'un dispositif régional. La circulation d'armes dans le Sahel est généralement fragmentée, opportuniste et de faible volume. Ici, l'échelle change brutalement. La coordination temporelle suggère des financements stables, des relais multiples et une capacité à absorber des pertes sans compromettre l'ensemble de l'opération. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports consolidés. Les itinéraires convergents, la standardisation des emballages et la précision des horaires dessinent une architecture logistique transnationale, incompatible avec une initiative locale improvisée. Le convoi apparaît alors comme une phase test, destinée à mesurer la réactivité institutionnelle avant des actions plus dispersées. Ce déplacement de perspective est décisif. L'interception révèle moins ce qui a été arrêté que ce qui a failli réussir. Elle ouvre une question centrale: si une telle opération a pu s'approcher aussi près de son objectif, combien d'autres flux, moins visibles, ont déjà franchi les frontières sans être détectés? Au cœur de cette nuit tendue, un acteur discret devient déterminant. Le capitaine Moussa Kaboré n'est ni stratège de palais, ni figure médiatique. C'est un officier de terrain, familier des routes frontalières et des anomalies que seule l'expérience permet d'identifier. Sa connaissance fine des flux locaux façonne le premier basculement concret de l'opération, bien avant toute lecture politique. Peu avant l'interception, un détail retient son attention: une colonne de camions circulant sans phare à une heure où aucun trafic commercial légitime n'est attendu. Pris isolément, le signal pourrait passer pour une irrégularité mineure. Placé dans le contexte local, il devient un indicateur critique. Caboret choisit d'agir sans attendre une validation hiérarchique complète, assumant le risque d'une décision rapide. Avec des moyens limités, il improvise un dispositif de verrouillage. 15 soldats, 2 blindés légers et un drone suffisent à créer un goulet d'étranglement. L'objectif n'est pas l'affrontement, mais la fixation.
Empêcher la dispersion prime sur l'interpellation immédiate, car la fragmentation ferait perdre toute lisibilité à l'opération en cours. Les premiers contrôles confirment l'intuition initiale. Sous des cargaisons civiles apparaissent des caisses métalliques standardisées, disposées selon des schémas observés sur d'autres théâtres de conflit. Ce parallèle transforme une action locale en indice d'un système plus vaste. En quelques minutes, l'unité de terrain empêche la décomposition du convoi en trajectoire secondaire. L'impact est immédiat et mesurable. Cette décision tactique prise à faible échelle produit un effet stratégique majeur, préserver l'intégrité de la preuve. Sans ce verrouillage initial, l'événement n'aurait laissé que des fragments insuffisants pour révéler sa cohérence globale. Et parfois, un détail attentif suffit à changer l'échelle d'un État. Avant cette nuit, les interceptions d'armes dans la région suivaient un schéma familier. Des véhicules isolés, des volumes limités, des réseaux opportunistes exploitant des porosités connues. L'État réagissait, colmatait, puis revenait à une vigilance fragmentée. Après l'arrêt du convoi, ce cadre ne tient plus. La chronologie révèle une bascule nette entre un avant routinier et un après systémique. Tout commence par une activation discrète. Des camions quittent des points de départ distincts, parfois séparés de plusieurs centaines de kilomètres. Aucun n'attire l'attention à lui seul. Les cargaisons déclarées sont banales, les documents administratifs suffisamment crédibles pour franchir des contrôles superficiels. La dispersion initiale protège l'opération. Un incident isolé n'aurait pas compromis l'ensemble. Vient ensuite la montée en tension. À mesure que les véhicules approchent de la frontière, les consignes changent. Les chauffeurs reçoivent des instructions fragmentées, parfois contradictoires, conçues pour limiter leur compréhension globale. Certains roulent sans phare, d'autres modifient leur itinéraire au dernier moment. Cette confusion apparente n'est pas un défaut, mais un outil de sécurité, empêchant toute fuite d'informations cohérentes en cas d'arrestation partielle. Le point de convergence constitue le cœur du dispositif. En moins de 21 minutes, 57 camions se regroupent sur un corridor précis. Cette compression temporelle réduit la fenêtre d'intervention adverse tout en maximisant l'effet de masse une fois la frontière franchie. Si le plan réussit, la dispersion aurait lieu après le passage, rendant toute reconstitution ultérieure quasi impossible. L'interception rompt cette dynamique. Les premiers véhicules immobilisés provoquent un effet domino inattendu. Les itinéraires secondaires sont coupés. Les chauffeurs hésitent. Le temps, jusque-là allié de l'opération, devient un facteur de vulnérabilité. Chaque minute gagnée par l'unité de terrain empêche la transformation du convoi en flux diffus et préserve la cohérence de la preuve. La phase d'exposition s'impose ensuite. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit des mises à jour quasi continues. Il comprend que l'événement ne peut être traité comme une simple réussite tactique. La zone est sanctuarisée, chaque élément est documenté. Chaque arme devient une pièce à conviction, non seulement judiciaire, mais stratégique. Exposer ce qui devait rester fragmenté inverse le rapport de force narratif. Les répliques suivent rapidement. Médias, populations voisines et chancellerie évaluent l'onde de choc. Ce qui devait être silencieux devient public et irréversible. La séquence complète, activation, convergence, interception, exposition, révèle une décision clé. Refuser la routine et transformer un instant critique en rupture durable. Avant cette interception, les références quantitatives utilisées par les services paradis burkinabés restaient relativement stables. Les saisies concernaient le plus souvent quelques véhicules isolés, des volumes limités et des réseaux opportunistes, avec un impact circonscrit sur l'équilibre sécuritaire national. Après la nuit du convoi, cette ligne de base est brutalement dépassée.
L'écart n'est pas marginal. Il suffit à changer la catégorie analytique de l'événement et à imposer une relecture complète des capacités en jeu. Un premier indicateur s'impose, décisif. Environ 25 000 fusils d'assaut saisis. Ce chiffre ne décrit pas seulement une quantité matérielle. Il correspond à la capacité d'équiper plusieurs unités structurées capables d'opérations coordonnées sur une durée prolongée. Le passage de quelques centaines à des dizaines de milliers marque un saut d'échelle stratégique et non une simple variation statistique. À ce niveau, la question n'est plus celle d'un trafic résiduel, mais celle d'une capacité militaire latente. Un deuxième repère apparaît, tout aussi majeur, près de 13 millions de cartouches découvertes dans des caisses standardisées. Rapportée aux standards régionaux, une telle réserve suffirait à soutenir des mois d'affrontements continus sans réapprovisionnement externe. L'écart avec les saisies habituelles indique l'existence d'une chaîne d'approvisionnement pensée pour la continuité. Il ne s'agit pas d'un coût isolé destiné à la revente rapide, mais d'un stock conçu pour durer et absorber des pertes. Enfin, un troisième élément structure l'ensemble, une valeur estimée à près de 700 millions de dollars pour l'ensemble de la cargaison. Placé en perspective, ce montant équivaut à une part significative du budget annuel de secteurs publics essentiels. L'écart entre les flux financiers habituels des trafics régionaux et une telle somme suggère l'implication d'acteurs disposant d'une capacité d'investissement durable. Cette capacité est compatible avec un projet de déstabilisation planifié, incompatible avec un réseau artisanal. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait sembler spectaculaire. Mis en relation, ils dessinent une cohérence robuste. Le volume d'armes nécessite des infrastructures fiables de stockage et de transport. La quantité de munitions implique des fournisseurs réguliers et des calendriers maîtrisés. La valeur financière suppose des circuits capables de fragmenter, dissimuler et synchroniser des transferts complexes. Ensemble, ces éléments résistent à une explication minimaliste. Les analyses de traçabilité renforcent cette lecture. Certaines armes renvoient à des circuits libyens redistribués, d'autres à des réseaux liés au Moyen-Orient, tandis que des roquettes neuves et portent des codes de fabrication européens récents. Cette diversité n'est pas un défaut. Elle brouille les pistes, dilue l'attribution directe et répartit la responsabilité sur plusieurs zones géographiques, un procédé typique d'architecture logistique sophistiquée. Face à ces données, Ibrahim Traoré adopte une approche inhabituelle, rendre publics les chiffres. Les armes sont exposées, les montants expliqués, les écarts contextualisés. Cette transparence transforme les nombres en instruments politiques. Montrer l'écart, c'est empêcher la dilution dans des récits approximatifs. La preuve quantitative cesse d'être un simple inventaire. Elle devient un langage commun, difficile à contester sans proposer une alternative factuelle équivalente. Ainsi, la donnée ne mesure pas seulement une saisie, elle inscrit une rupture claire entre un avant gérable et un après systémique. Reste une interrogation centrale. Si de tels volumes ont pu être réunis sans alerte préalable, combien d'autres flux, plus modestes mais persistants, continuent de circuler hors des radars? Deux lectures opposées émergent rapidement, chacune suffisamment cohérente pour mériter un examen sans caricature. La première, relayée par plusieurs observateurs internationaux, invite à la prudence méthodologique. Selon cette approche, l'ampleur annoncée de la saisie pourrait servir un objectif politique interne dans un contexte régional instable où les récits sécuritaires sont parfois instrumentalisés. Les partisans de cette lecture soulignent l'absence immédiate de commanditaires officiellement identifiés et rappellent que, sans signatures étatiques explicites,
Toute extrapolation comporte un risque d'erreur analytique. Cette position s'appuie sur des précédents réels. Dans le Sahel, des annonces spectaculaires ont parfois été amplifiées ou simplifiées avant que l'ensemble des preuves ne soit juridiquement consolidé. Exiger des standards élevés de vérification protège contre les conclusions hâtives et limite les dérives interprétatives. Dans cette logique, l'événement pourrait être compris comme l'agrégation ponctuelle de flux illégaux distincts, interceptés au même moment puis unifiés a posteriori dans le discours public. La seconde lecture avance un argument inverse fondée sur la résistance des faits observés à une explication minimaliste. Elle ne repose pas sur l'intention supposée, mais sur la compatibilité structurelle des indices matériels. Le nombre de camions, la synchronisation temporelle, la diversité des origines d'armes, la standardisation des emballages et la fragmentation des itinéraires financiers forment un ensemble cohérent. Pris ensemble, ces éléments dépassent les capacités habituelles de réseaux locaux improvisés et pointent vers une architecture opérationnelle planifiée. L'arbitrage ne se fait pas par préférence narrative, mais par test de robustesse. La première lecture explique partiellement l'événement, mais peine à intégrer la compression temporelle et la convergence logistique sans multiplier les hypothèses ad hoc. La seconde, au contraire, absorbe ces contraintes sans contradiction interne. Lorsque des documents saisis, des flux financiers recoupés et des communications internes convergent autour d'une même architecture, la cohérence factuelle pèse davantage que l'équilibre rhétorique. C'est ici que l'analyse gagne en solidité. Elle refuse à la fois l'extrapolation facile et la réduction excessive. Elle admet le doute initial, puis le réduit à mesure que les données résistent aux hypothèses adverses. Dans cet espace de friction, la lecture systémique s'impose non par conviction, mais par élimination progressive des alternatives moins compatibles avec les faits. Le pivot apparaît lorsque les enquêteurs croisent pour la première fois trois couches jusque-là séparées: itinéraire financier, code logistique et communication numérique saisie sur le terrain. Ce recoupement ne produit pas une information isolée de plus. Il fait émerger une cohérence d'ensemble. Ce qui semblait fragmenté tient désormais comme un système identifiable, doté d'une temporalité, de relais et d'objectifs implicites. Les flux financiers montrent une trajectoire répétée passant par plusieurs hubs avant redistribution. Les codes d'expédition s'alignent sur ces flux et correspondent à des calendriers identiques. Les messages internes évoquent une phase finale décrite comme décisive. À ce stade, l'opération cesse d'être une hypothèse lourde. Elle devient une architecture lisible, conçue pour rester invisible tant qu'elle n'est pas exposée. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré comprend que la saisie du convoi n'est pas le cœur de l'affaire, mais son révélateur. L'interception a mis au jour un nœud central, non une périphérie. Ce déplacement du centre de gravité modifie la réponse possible. Il ne s'agit plus seulement de sécuriser une frontière, mais de retirer aux commanditaires leur principal avantage: l'opacité. Le choix stratégique s'impose alors avec clarté. Rendre public ce pivot, c'est transformer une interception en dévoilement. Garder le silence reviendrait à traiter un symptôme en laissant intact le mécanisme. À partir de ce point médian, la question n'est plus ce qui a été arrêté, mais ce que cette mise au jour rend désormais impossible à répéter à l'identique. Les effets de l'interception se déploient rapidement sur plusieurs cercles, chacun révélant une facette distincte de l'impact réel de l'événement. Pour l'appareil étatique, d'abord, l'affaire agit comme un test grandeur nature. Des institutions souvent décrites comme fragmentées sont contraintes de se synchroniser sous pression. Services militaires, renseignement, justice et communication publique travaillent désormais sur une base commune de données.
Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une cellule transversale est mise en place pour centraliser l'information, réduire les délais de décision et limiter les angles morts. Cette coordination accélérée n'est pas une réforme abstraite. Elle répond à une menace documentée et mesurable. Sur le plan économique, l'impact est plus ambivalent. Les premières heures sont marquées par une inquiétude tangible. La saisie d'un convoi d'une telle ampleur fait craindre des sanctions, des perturbations commerciales et une dégradation du climat d'investissement. Certains acteurs redoutent un isolement accru. Pourtant, un mouvement inverse apparaît progressivement. Des partenaires non occidentaux proposent des cadres de coopération alternatifs perçus comme moins conditionnels. Les, sec- les secteurs extractifs et logistiques poursuivent leurs activités non par euphorie, mais par réajustement stratégique. L'économie ne se renforce pas mécaniquement. Elle se recompose autour de nouvelles lignes de dépendance et de prudence accrue. Pour la population civile, l'effet est avant tout symbolique, mais il produit des conséquences tangibles. Les images des armes exposées, les chiffres rendus publics et les explications fournies créent un choc visuel et cognitif. Ce choc ne se transforme pas en panique généralisée. Il alimente plutôt des discussions, des rassemblements pacifiques et une appropriation collective du récit. Dans certains quartiers, l'événement devient un point de référence pour parler de souveraineté, de vigilance et de responsabilité partagée. La peur cède la place à une forme de lucidité active, ancrée dans des faits compréhensibles. À l'échelle régionale, enfin, l'onde de choc dépasse les frontières burkinabées. Les États voisins, confrontés à des problématiques similaires de circulation d'armes, lancent des audits internes et renforcent leurs échanges d'informations. Des mécanismes de coordination émergent, parfois informels, parfois institutionnalisés. Même dans des cadres régionaux habituellement divisés, la méthode adoptée à Ouagadougou est observée avec attention. La transparence assumée par Ibrahim Traoré crée un précédent. Elle montre qu'un État du Sahel peut exposer une opération clandestine sans déclencher immédiatement une escalade incontrôlée. Ces quatre cercles, institutionnels, économiques, social et régional, dessinent une même réalité. L'interception n'a pas seulement empêché un scénario de chaos, elle a modifié les comportements, les anticipations et les cadres d'action. L'effet le plus durable n'est peut-être pas ce qui a été saisi, mais ce qui, désormais, doit être pensé et anticipé différemment par l'ensemble des acteurs concernés. À partir des dynamiques désormais visibles, trois trajectoires plausibles se dessinent sur un horizon de 6 à 12 mois. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir. Elles décrivent des configurations cohérentes, conditionnées par les choix déjà engagés et par la réaction d'acteurs mis en difficulté par l'exposition de l'opération. Dans un scénario de base, la stabilisation progresse sans rupture spectaculaire. Les audits frontaliers deviennent réguliers, les procédures interinstitutionnelles se normalisent et la circulation de l'information gagne en fluidité. Les réseaux impliqués restent actifs mais affaiblis, contraints de fragmenter davantage leurs initiatives et d'allonger leurs délais. Les tensions diplomatiques persistent sans basculer vers une confrontation ouverte. L'État consolide ses capacités de détection et de coordination sans transformer l'événement en doctrine rigide. La vigilance s'inscrit dans la durée avec un coût politique et administratif maîtrisé. Dans un scénario optimiste, l'effet d'entraînement dépasse le cadre national. La méthode de traçabilité et d'exposition publique est reprise par des partenaires régionaux. Des mécanismes de coopération se structurent autour du partage de données, de contrôles conjoints et de procédures harmonisées. Les flux commerciaux s'adaptent
privilégiant des circuits perçus comme plus sûrs. Cette dynamique réduit l'espace opérationnel des réseaux clandestins et renforce la crédibilité institutionnelle. L'affaire du convoi devient alors un catalyseur, transformant une interception en levier de coordination régionale et de prévention collective. Un scénario pessimiste envisage une réaction différée des acteurs mis en cause. Pressions économiques ciblées, campagnes de désinformation et tentatives de contournement plus discrètes pourraient fragiliser certains secteurs dépendants des importations. Les réseaux s'ajustent, privilégiant des volumes plus réduits mais plus fréquents, rendant la détection plus coûteuse. La menace ne disparaît pas. Et elle change de forme et teste la capacité de l'État à maintenir l'attention sur la durée au-delà de l'effet médiatique initial. Face à ces trois trajectoires, une recommandation transversale s'impose. Si la méthode est maintenue, traçabilité, coordination, clarté publique, la résilience augmente quel que soit le scénario. Si elle se dilue, même la trajectoire de base glisse vers le pessimiste. L'enjeu n'est donc pas de choisir un futur, mais de préserver un cadre d'analyse et d'action capable d'absorber l'incertitude sans céder à l'oubli. Au-delà des institutions et des équilibres régionaux, l'événement touche directement plusieurs groupes pour lesquels les effets sont moins visibles mais tout aussi structurants. Pour une partie de la jeunesse urbaine, d'abord, l'interception agit comme un révélateur civique. Elle montre que la sécurité ne relève pas uniquement de la force armée, mais aussi de la capacité à lire, vérifier et hiérarchiser l'information. Dans les écoles et les universités, les échanges portent moins sur la peur que sur la compréhension des mécanismes. Comment un signal faible devient une alerte, comment une donnée étayée l'emporte sur une rumeur virale. Dans les familles, l'impact se manifeste sur un registre plus intime. Les images diffusées, les chiffres expliqués et les choix assumés par les autorités fournissent un support concret aux discussions quotidiennes. Les parents expliquent, les enfants questionnent et la notion de vigilance collective prend une forme accessible. L'événement cesse d'être abstrait. Il devient un exemple partagé, permettant de transmettre des repères sans dramatisation excessive ni banalisation dangereuse. La diaspora burkinabé constitue un troisième cercle concerné. À distance, elle suit l'affaire à travers des analyses, des débats et des échanges numériques. Pour beaucoup, cette interception réactive un sentiment d'appartenance parfois mis à distance par l'exil. Voir un État produire et diffuser ses propres données renforce l'idée qu'un récit souverain peut exister sans médiation extérieure exclusive. Cette perception nourrit des prises de position, des discussions et, chez certains, un engagement renouvelé envers les dynamiques nationales. Ces groupes ne forment pas un bloc homogène. Leurs attentes diffèrent, leurs sensibilités aussi. Pourtant, un point commun émerge. La clarté réduit l'anxiété et favorise l'appropriation. En rendant lisible un événement complexe, l'action publique transforme une menace potentielle en occasion d'apprentissage collectif. Pour que l'interception ne reste pas un épisode isolé, une trajectoire opérationnelle se dessine, structurée autour d'étapes mesurables plutôt que de déclarations générales. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas de multiplier les annonces, mais d'ancrer une méthode reproductible face à des menaces diffuses et évolutives. La première étape concerne le renseignement frontalier. Les postes sensibles sont progressivement reliés à des dispositifs combinant observation humaine et signaux techniques. Chaque anomalie est consignée, analysée, puis recoupée. Le critère d'évaluation est clair: réduire le temps entre l'apparition d'un signal faible et la décision opérationnelle. La rapidité devient un indicateur de performance institutionnelle. La deuxième étape porte sur la chaîne judiciaire.
Un pôle spécialisé dans la criminalité transnationale associe magistrats, analystes financiers et enquêteurs. Sa mission consiste à transformer des saisies spectaculaires en dossiers juridiquement exploitables. Le succès ne se mesure pas au nombre d'arrestations immédiates, mais à la solidité des procédures, capables de résister à des contestations ultérieures. La troisième étape vise la gestion matérielle et documentaire. Les armes saisies ne sont ni simplement stockées ni effacées du débat public. Leur traitement est documenté, suivi et intégré dans un cycle de transparence contrôlé. Cette traçabilité empêche la réapparition symbolique des équipements et renforce la crédibilité de l'action publique. Et la quatrième étape, enfin, repose sur la coopération régionale. Des mécanismes formalisés de partage d'informations avec les États voisins permettent d'anticiper les déplacements de flux plutôt que de les subir. Ici encore, la mesure prime sur l'intention. Le nombre d'alertes conjointes et d'actions coordonnées devient un repère concret. L'ensemble forme une logique continue où chaque maillon visible consolide la résilience collective. Lorsque le métal fondu commence à s'écouler dans le moule, la scène n'a rien de triomphal. Elle est lente, presque silencieuse. Au milieu des personnes rassemblées, le capitaine Moussa Kaboré observe sans parler. C'est lui qui, quelques semaines plus tôt, a immobilisé les premiers camions sans savoir qu'il interrompait la phase finale d'une opération conçue bien au-delà des frontières. Dans ses mains, un fragment d'arme transformé en objet utilitaire semble plus lourd que l'équipement qu'il portait cette nuit-là. Le geste est simple, mais sa portée est large. Ce qui devait servir à fragiliser un pays devient un symbole de transformation. La menace n'est pas niée, elle est rendue visible, comprise puis neutralisée par le sens collectif qu'on lui attribue. Autour, des familles regardent le métal incandescent comme on regarde un miroir. Les anciens évoquent d'autres périodes de vigilance. Les plus jeunes posent donc des questions directes, parfois naïves, mais essentielles. La mémoire circule sans peur excessive, ancrée dans des faits concrets et partageables. Quand Ibrahim Traoré rejoint la scène, son message reste sobre. Il ne célèbre pas une victoire définitive. Il rappelle qu'un État tient lorsqu'il transforme l'attention en habitude durable, parce que la vigilance partagée vaut mieux que la force solitaire. La cloche forgée à partir du métal fondu circule désormais comme un objet discret mais chargé de sens. Elle n'impose pas un récit unique, elle invite à une posture. Dans les villages, les écoles et au sein de la diaspora, l'histoire du convoi intercepté devient un point de départ pour réfléchir à ce qui protège réellement une communauté face à des menaces conçues pour rester invisibles. Rien n'est figé. La sécurité durable ne repose ni sur l'oubli rapide ni sur l'alerte permanente, mais sur une capacité collective à lire les faits, à vérifier les données et à refuser les raccourcis narratifs. Cette méthode ne demande pas d'expertise spécialisée. Elle commence par des gestes simples. Cumulatif. Poser une question avant de relayer une information. Chercher la cohérence plutôt que l'émotion immédiate. Observer comment un événement est documenté, expliqué, puis intégré dans une mémoire commune. Ce sont ces habitudes, plus que les annonces spectaculaires, qui renforcent la résilience dans le temps. L'histoire du convoi ne se referme donc pas ici. Elle laisse volontairement une interrogation ouverte adressée à chacun. Comment transformer cette lucidité ponctuelle en pratique durable, capable de résister à l'usure, à la répétition et à l'oubli?